répondre à la question qu'on me pose le plus souvent sur YouTube ou dans la vie, pourquoi est-ce que je lis autant en VO? Alors par VO, j'entends lire en anglais, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de la seule langue étrangère que je maîtrise plutôt bien à l'écrit comme à l'oral. Donc pour moi, quand je dirais VO, ce sera forcément l'anglais. Évidemment, la VO ça peut être n'importe quelle langue que vous maîtrisez, puisque c'est version originale. Moi c'est l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, je m'y risquerai pas, non seulement parce que j'y comprendrai rien, et que ce serait très dommage. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime lire en VO, et je vais vous les présenter dans cette vidéo. La première raison va peut-être vous paraître très scolaire, mais pour moi c'était tout simplement le meilleur moyen d'améliorer ma façon de comprendre et de travailler mon anglais. Il faut savoir que j'ai jamais été très attentive aux cours d'anglais qui m'ont été donnés au cours du collège et du lycée. Pas que les profs étaient mauvais, mais ça m'intéressait pas spécialement d'apprendre ça à travers des exercices ou des textes qui ne m'intéressaient pas du tout. Au début, je me suis intéressée à l'anglais à travers des films que je connaissais déjà. En fait, j'ai décidé de re-regarder des films que je connaissais très bien. Ce que je faisais, c'est que je les regardais d'abord en VO sous-titré français, très vite je les mettais en VO sous-titré anglais et très vite je zappais les sous-titres. En fait, ça me permettait surtout d'habituer mon oreille au vocabulaire anglais, la façon de parler en anglais, les tournures de phrases, les expressions, tout ce genre de choses. Pour aller un petit peu plus loin, je me suis dit que j'allais me lancer un peu plus en filet avec des livres et pour moi c'était un petit peu plus compliqué. Alors j'ai appliqué la même méthode pour les livres que pour les films. Je me suis intéressée à des bouquins que je connaissais déjà très bien, des histoires que je maîtrisais plus ou moins bien. J'ai commencé avec Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Pour deux raisons, parce qu'il s'agissait déjà de mon tome préféré et qu'en plus je connaissais plutôt très bien l'histoire. Pour moi, c'était le meilleur moyen d'améliorer mon vocabulaire, ma grammaire, mes tournures de phrases, sachant que se lancer dans un bouquin tout en anglais, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'un film. On n'a pas les images pour nous aider, on n'a pas le son, on n'a pas les acteurs, et ça revient un petit peu moins facilement qu'avec un film. Après, c'était pas traumatisant dans le sens où l'histoire d'Harry Potter, je la connaissais très bien. Donc, il y a des choses qu'on retrouve très vite, il y a pas mal de vocabulaire, l'air de rien, qui est courant. Il y a des difficultés dans le sens où J.K. Rowling a inventé pas mal de mots et que leur traduction française n'est pas forcément ressemblante à la version originale. Ça, c'était la partie un petit peu plus compliquée, mais actuellement, il existe pas mal de dicos français Harry Potter qui existent sur internet où on peut trouver les traductions des mots inventés, du style transplané qui ne ressemble pas forcément à la version anglaise. Après, moi j'ai lu Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, mais je recommanderais peut-être de s'intéresser au tout premier tome de la saga, qui est de base plutôt adressé à un public plus jeune, puisqu'on grandit avec Harry, forcément le vocabulaire se complexifie au fil des tomes, le premier étant évidemment le plus simple. Pour moi, Harry Potter, c'était un bon exemple. Après, je recommande d'appliquer cette technique avec tout livre que vous connaîtriez très bien, et ça vous permettra de faire un espèce de copier-coller des mots que vous connaissez bien, en français puis en anglais. Pour moi, c'est la meilleure façon d'habituer son œil et son cerveau à la façon de fonctionner en anglais. On va vraiment prendre l'habitude de voir certaines tournures de phrases, certains types de vocabulaire et certaines façons d'organiser les choses. Je suis désolée pour le bruit, c'est toujours les chats qui se bataillent dans mes chaises et mes rideaux. Personnellement, ça m'a assez aidée puisque au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment habituée à reconnaître du vocabulaire que je ne connaissais pas auparavant. Une fois que je l'ai intégré dans le récit, je l'ai intégré pas pour toujours mais presque. Une fois qu'on s'est habitué à voir certaines tournures de phrases, certains mots, certaines façons de faire, vraiment elles s'ancrent dans notre façon de penser et une fois qu'on doit se remettre à un anglais je dirais plus traditionnel, pas un roman que vous auriez choisi par exemple, ça revient beaucoup plus facilement et on reprend des réflexes qui sont je trouve très bons et c'est comme ça qu'on peut s'habituer à lire en anglais avec d'autres récits inconnus plus facilement. La seconde raison est assez financière, l'air de rien, c'est tout simplement que la plupart des livres que j'achète en VO sont moins chers que leur version traduite en français. Au niveau du prix, là je m'exprime particulièrement pour les bouquins en anglais. Il faut savoir qu'en Angleterre ou aux États-Unis en tout cas, la façon d'éditer les livres est tout à fait différente de la nôtre. Chez nous, on va avoir des grands formats et des poches. Chez eux, ils ont des hardbacks et des paperbacks. Un hardback dans une version anglophone, je dirais, il s'agit de ça. Alors bon, encore Harry Potter, hein, désolé. Pour un hardback, en fait, la particularité, c'est qu'on a une jaquette et dessous un livre en dur. Vraiment, il est dur. Donc on a la jaquette qui est juste un morceau de papier en fait qui est enroulé autour du livre en dur. Et là, on a vraiment le bouquin en dur. La plupart du temps, la couverture en dur n'est pas forcément couverte de dessins. La plupart du temps, elle est très sobre, noire, grise. Elle respecte plus ou moins un espèce de code couleur d'édition choisi par l'éditeur, l'auteur et ainsi de suite. Ici je pense que parce que c'est Harry Potter elle est aussi très jolie. Mais bon voilà, vous avez donc votre bouquin vraiment en dur. Moi la plupart du temps quand je les lis, j'embarque que la partie dure pour pas abîmer la jaquette qui l'air de rien se plie très facilement. Si on prend la version française, son équivalent au hardback ce sera notre roman broché classique. La version française est donc beaucoup plus souple, mais aussi beaucoup plus fragile. Et la grosse différence, c'est que ce livre m'a coûté 27 €, quand celui-ci au prix anglais m'a coûté 18 pounds. Alors, je suis d'accord, 18 pounds c'est pas 18 €, mais ça va être un peu plus de 20 €. Et l'air de rien, c'est pas du tout la même qualité et c'est pas du tout la même durée de vie dans le temps.
Quand je parlais du prix, je faisais aussi référence à un site en particulier, c'est plus très vrai maintenant puisque le dollar a vachement rattrapé l'euro et du coup j'y gagne un peu moins niveau prix. Ce site c'était The Book Depository où je commande la plupart de mes livres puisque les frais de port sont gratuits et tout de suite c'est très intéressant. La plupart des hardbacks sont entre 15 et 18 euros maintenant. Avant ils étaient plutôt entre 12 et 15 euros. Donc c'était quand même très intéressant. Quant au paperback, donc l'équivalent de nos poches mais quand même en plus grand. Un paperback américain ou anglais, ça correspond à cette taille, quand un poche fait à peu près cette taille. Voilà. On est sur le même niveau, c'est-à-dire que c'est souple, il n'y a pas de hardback de protection particulière. À prix équivalent, on n'est pas du tout au même niveau de taille, alors ça c'est pas forcément un problème, hein. Moi les paperbacks j'en prends pas toujours parce que comme les poches c'est fragile, mais ça coûte moins cher et c'est plus grand. Aujourd'hui, les prix ayant augmenté, c'est un petit peu moins intéressant de commander sur The Book Depository qu'il y a 1 an et demi. Maintenant c'est toujours par là que je passe, puisque la plupart des livres que je commande, en tout cas en young adult américain anglais, je les commande sur The Book Depository. L'une des autres raisons pour lesquelles j'aime lire mes bouquins en VO, c'est que la plupart du temps, évidemment, ils sortent avant la version française, puisque la version française est une version traduite du livre original. Tout à fait logique. Si on est très impatient, on n'a pas forcément envie d'attendre que la version traduite arrive en France, et c'est mon cas pour certains bouquins. Ça a été le cas pour Winter de Marissa Meyer, que j'ai pas du tout voulu attendre. Et puis de toute façon, j'avais lu tous les autres tomes en VO, il n'y avait pas de raison que ça change. Pour illustrer mon propos, c'est vraiment ça. C'est ce qui s'est passé à la fin de ma terminale, quand Harry Potter et les Reliques de la Mort sont sortis. J'avais plutôt pas très envie d'attendre la traduction, qui était prévue pour plusieurs mois après la sortie anglophone. Ne voulant pas être spoilée, puisque ça m'est arrivé pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je me suis dit que j'allais acquérir la version originale et que j'allais me lancer tout de suite dans l'histoire. Et vraiment, pour moi, c'est l'exemple le plus frappant des raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'attendre que la version française traduite arrive, je suis trop impatiente pour certains bouquins. Après c'est tout à fait faux pour certains livres que j'ai achetés très tard et qui étaient déjà traduits en français. Mais ça, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je le fais. Et je vais vous les présenter tout de suite. Au-delà du délai de traduction, il y a aussi le fait que certains bouquins en anglais ne sont tout simplement jamais traduits en France. Je ne sais pas si l'histoire n'intéresse pas tout de suite les éditions françaises, je ne sais pas si le contenu n'intéresse tout simplement pas les lecteurs ou si ça va arriver, mais assez tardivement. C'est le cas pour Dorothy Must Die, dont j'ai fait la promotion plus d'une fois parce que j'adore ce livre. Le problème, c'est qu'il n'est toujours pas traduit en français, je ne sais pas si ça arrivera un jour. En tout cas, j'aurais vraiment été déçue de passer à côté, et c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir lu en VO, puisque de toute façon, il n'existe qu'en VO, il est peut-être traduit en espagnol, c'est souvent le cas, j'ai remarqué. Mais pour le moment, en France, nous ne l'avons toujours pas. Et j'aurais été vraiment déçue de ne pas connaître cette histoire puisque j'en suis tombée folle amoureuse. Donc je dis pas qu'il y a un côté exclusif à certains romans anglophones, mais presque. Je dis pas que ce livre sera jamais traduit, je sais qu'il va être adapté en série. Maintenant pour ce qui est de la traduction, peut-être que ça va encourager des éditions françaises à acheter les droits. Maintenant le fait de savoir lire sans trop de problèmes en VO, ça me permet aussi de ne pas attendre et de m'intéresser tout de suite à des récits qui me plaisent, sans attendre qu'ils soient traduits en français et éviter une certaine frustration. Cette raison paraîtra peut-être évidente à certains ou pas du tout, mais des fois les traductions sont pas top. Ça a été le cas pour certains livres que j'ai lus il y a quand même maintenant un sacré paquet de temps. Pour exemple, Twilight. Je sais pas si on a eu droit à une version canadienne, mais je crois pas du tout. Alors je critique pas le boulot de la traductrice ou du traducteur, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme. C'est pas quelque chose de très simple, hein. Il faut reprendre le style de l'auteur, rendre l'histoire la plus fidèle possible. Maintenant, il y a parfois du vocabulaire qui me gêne dans certains bouquins. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais parfois on va trouver des mots pas forcément anciens, mais je trouve qu'ils collent pas forcément soit à l'esprit du roman, soit à la période dans laquelle il se trouve. Moi, quand je lis, j'ai oublié mon corsage. Je suis désolée, mais le mot corsage ne me paraît pas du tout familier. Ce mot, je l'emploie pas tous les jours, je l'emploierai sans doute pas demain, ni dans 6 mois. Je dis pas que ça gâche complètement un livre, mais je trouve que ça perturbe un petit peu le roman. Pour preuve, je m'en rappelle encore alors que j'ai pas relu ce livre depuis 6-7 ans, plus encore. Ce sont des choses qui pour moi gâchent un tout petit peu la lecture. Je dis pas que ça gâche l'histoire, mais ça la rend vachement moins naturelle, vachement moins logique, et ça dénature presque le personnage. Lui faire employer des mots qui ne correspondent pas forcément à son vocabulaire, sa façon de vivre et de parler, pour moi ça gâche un peu l'histoire. J'ai pour le moment pas rencontré des traductions vraiment terribles, mais vraiment éviter ce genre de langage, ça me dérange pas du tout. Après vous me trouverez peut-être snob, mais parfois un film en VO nous permet de voir la vraie façon de jouer d'un acteur par exemple. C'est un petit peu pareil pour la version littéraire. On aura vraiment le texte original, l'esprit brut en fait du bouquin, et cette version brute sera forcément altérée avec une traduction. Ce sera jamais pareil que la version originale, même si c'est très fidèle. Par exemple, les Harry Potter sont pour moi très bien traduits, donc le côté traduction, pour moi, c'est parfois l'une des raisons pour lesquelles je préfère passer outre la version traduite française et passer directement à la version originale. Probablement la raison la plus superficielle pour laquelle j'aime acheter mes bouquins en VO, il s'agit tout simplement des couvertures qui souvent sont
très jolies et sont pas forcément reprises par les éditions françaises. J'ai plusieurs exemples dans ce cas-là, il y a plusieurs bouquins où je comprendrai jamais pourquoi les éditions françaises ont pas repris les versions originales. Je sais pas s'il y a des questions de droit, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pour ça qu'ils changent les couvertures. Est-ce qu'ils trouvent que leur version correspond plus? Est-ce qu'ils ont des partenariats, des artistes avec qui ils doivent bosser? Et puis du coup le rendu final est un petit peu plus français. Est-ce qu'ils veulent faire bosser tout simplement les artistes, photographes, peintres français? J'en sais rien. C'est pas un problème pour moi, mais des fois je trouve ça dommage parce que vraiment ça gâche les très jolies couvertures d'origine. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de deux livres qui pour moi ont eu des sacrés problèmes au moment de l'édition en français. Le premier exemple, c'est Insaisissable, le tome 3, qui pour moi n'a rien à voir dans sa version française et sa version originale. La version originale, elle ressemble à ça. Rien à voir avec cette fille en robe sur un fond noir, de dos un peu triste je suppose ou nostalgique, qu'on a sur la version française. Celle-ci n'a rien à voir, moi je la trouve beaucoup plus jolie. Donc ça c'est un premier exemple. L'autre exemple, vraiment je comprendrai jamais pourquoi les éditions françaises ont fait ça. Les couvertures VF sont vraiment moches. Cet autre exemple, c'est Divergente. Je ne comprends pas ce qu'ont fait les éditeurs français. Je comprends pas cette femme avec une tresse, gros chiffres au milieu, je trouve ça très moche. La version anglaise, vraiment anglaise, est plutôt sobre. Après, je trouve qu'elle reprend un petit peu les logos des factions. Je trouve ça bien, ça reprend un petit peu l'esprit du livre. Voilà, on a des flammes. La version américaine est un petit peu plus élaborée. Là, je vais vous présenter le tout dernier tome qui ressemble à ça. Alors, c'est très coloré, hein. C'est pas forcément mon préféré de la saga. Les tomes 1 et 2 sont beaucoup plus jolis, mais les tomes 1 et 2 je les ai en version anglaise et le dernier tome je l'ai en version américaine. Je trouve que c'est un petit peu plus travaillé, c'est un petit peu plus joli que les versions françaises qui à mon sens sont vraiment pas très jolies. Après il y a quelques exceptions à cela, par exemple La face cachée d'Alison Stone qui est un copier-coller vraiment de la version originale. On a un paperback français, c'est très rare et j'étais très contente d'en trouver un en français. Du coup j'ai pas eu mon réflexe habituel d'acheter directement la version originale, mais j'ai acheté la version française qui ressemblait à la version originale que je trouvais très jolie. Et ils ont fait un super travail d'édition puisque c'est pas seulement l'extérieur avec sa jaquette, son hardback qui sont très beaux, mais l'intégralité du bouquin a vraiment été reprise sur la version originale. On a des dessins, on a des photos, on a vraiment un très joli travail qui a été fait. Pour donner d'autres exemples, voici à quoi ressemble l'intérieur du livre. Vraiment, je trouve que c'est très joli, ça a été très bien repris. Pour moi, c'est très agréable de voir un livre aussi, pas complet je dirais, mais bien édité comme ça. Je trouve que ça renforce un petit peu la lecture. Là, je pense que ça sert surtout l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont forcément repris l'intégralité, comment dire, des dessins, des images, parce qu'elles font vraiment, je pense, le cœur de l'histoire. Donc là, c'est vraiment pour moi un travail d'édition qui a été bien fait. Celui-ci coûtait plus ou moins le même prix qu'un roman qu'on peut trouver au rayon jeune adulte en France, puisqu'il fait 18,20 €, donc c'est pas du tout aberrant au niveau du prix. Pour moi c'est raisonnable et c'est un bel objet. Si je devais vous conseiller quelques livres pour commencer à lire en VO, il n'y en aurait pas forcément des tas puisque comme je vous le disais, moi j'ai commencé avec des bouquins que je connaissais déjà. Après je pense qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres, par exemple Harry Potter puisque la plupart d'entre nous l'avons déjà lu. Je réitère en vous disant que le premier est sans doute le plus accessible puisqu'il est à la base destiné à un public plus jeune, donc le vocabulaire est vachement moins difficile. Après on a un autre genre littéraire qui sera pour moi l'un des plus simples à aborder si on veut commencer à lire en VO, ce sera les contemporains. On est dans un univers qu'on connaît très bien puisque c'est celui dans lequel on vit, forcément le vocabulaire ce sera un petit peu le vôtre de la vie de tous les jours. Personnellement, après les Harry Potter, je me suis intéressée au roman de Sophie Kinsella. Pour moi, lire du Sophie Kinsella en VO, c'était pas un gros défi. Je me suis dit que c'était la façon la plus facile d'aborder l'anglais. Souvent on a pas mal de dialogues, pas mal d'échanges, pas beaucoup de descriptions, c'est pas forcément le but des romans contemporains. On nous plonge vraiment dans un moment de vie, dans une histoire, dans une intrigue, proche de ce qu'on connaît, donc c'est moins difficile de reconnaître ce type de vocabulaire là, et c'est peut-être celui que vous utiliserez le plus facilement. J'espère que ma vidéo vous a été utile, que j'ai pu répondre à certaines questions, que j'ai pu aider certaines personnes qui éventuellement hésiteraient à lire en VO. Alors VO, hein, forcément ce sera la vôtre, hein, puisque moi c'est anglais, ça peut être n'importe laquelle. Hein. J'espère vraiment que j'aurais peut-être encouragé certaines personnes à lire en VO, parce que l'air de rien c'est un sacré avantage pour la suite. Ça m'a permis de vraiment apprécier l'anglais, que j'appréciais sans doute pas à sa juste valeur quand j'étais en cours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'ai peut-être oublié certaines choses. J'ai essayé de faire une petite liste des raisons pour lesquelles moi je m'intéressais à la littérature en VO. Maintenant, il y en a peut-être plein d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les donner, moi ça m'intéresse aussi. J'espère que vous passez une très bonne journée, que vous avez passé de très belles fêtes, et je vous dis à la prochaine. Salut!